Bonjour messieurs, je vous en prie, prenez les micros qui vous attendent. Professeur Schreiby, c'est un plaisir de vous retrouver. Jusqu'ici, nous nous étions connus par voix interposée, par la voix des ondes, pour témoigner de ce dossier fort peu connu jusqu'à il y a quelques jours, de ce côté-ci de la Méditerranée, le fait que vous puissiez mener depuis des années une association pour lutter contre l'avortement illégal et ses conséquences. Le fait que dans votre spécialité d'obstétricien, vous ayez aussi dirigé, avant de vous en faire interdire, la clinique et l'accueil des naissances dans la capitale et à Casa, si je ne m'abuse. Non, à Rabat. Ok, à Rabat. Vous venez d'être confronté, on va en parler, à cette affaire de ma consoeur Hajar Hosseini, Raifouni, qui est en procès là pour avortement. Et vous nous dites il y a 600 à 800 avortements par jour au Maroc. Tout à fait. Vous en témoignez donc. Comment peut-on approcher ce chiffre de 6 à 800 dès lors qu'en fait, on le rappelle, c'est légalement interdit? C'est tout à fait interdit par la loi marocaine. Tout à fait. Bonsoir. Et je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité à ce cinquantenaire de la laïcité. J'en suis absolument honoré. Je me présente, je suis effectivement gynécologue obstétricien et je mène un combat depuis maintenant 11 ans exactement pour la légalisation de l'avortement au Maroc. Au fait, j'ai fondé une association qui s'appelle l'Association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin. Je ne pouvais pas l'appeler Association pour la légalisation de l'avortement, mais en luttant contre le clandestin, on pourrait légaliser. Donc, je me bats pour ça depuis à peu près 11 ans. Et ça a été énormément médiatisé, effectivement, au Maroc, mais aussi en dehors du Maroc, aussi bien en France qu'aux États-Unis, un peu partout. Je trouve que ce combat et ce débat sur l'avortement au Maroc a vraiment fait couler beaucoup d'encre dans énormément de pays et il a énormément duré. Alors, je voudrais d'abord vous situer le contexte au Maroc. Le contexte, c'est que, effectivement, chaque jour que le bon Dieu fait, à peu près 800 femmes se réveillent le matin avec une grossesse non désirée. Une grossesse non désirée parce que, soit qu'elle ne prenait pas de contraception par méconnaissance des moyens de contraception et par méconnaissance d'éducation sexuelle, ou bien celles qui prenaient quand même une méthode contraceptive et malgré cela, elles peuvent tomber enceintes. Vous savez, on peut même faire une ligature de trompe et malgré cela, on peut tomber enceinte. Alors, qu'a-t-elle fait, cette bonne femme qui n'en voulait absolument pas du tout et qui, malheureusement, tombe dans une grossesse non désirée? Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des viols, de l'inceste, des mineurs qui ne savent absolument rien du tout de la sexualité. Il y a aussi des jeunes filles handicapées mentales qui sont des proies faciles à des harcèlements sexuels. Et aussi des femmes qui se croient aux alentours de la périménopause à 45, 46 ans, qui se croient à l'abri d'une grossesse et qui finalement tombent, alors qu'elles ont déjà 4 ou 5 enfants, et qui finalement tombent dans le piège d'une grossesse non désirée, ou encore d'autres situations telles qu'une femme, un couple marié, qui par exemple, chez qui on fait une échographie anténatale et chez qui on trouve une malformation fœtale grave, et qui n'en veut absolument pas du tout de sa grossesse. Donc tout cela, ce sont des situations de grossesse absolument non désirées. Ou encore des situations, et là, quand la vie ou la santé de la femme sont menacées, à ce moment-là, bien entendu, on ne veut pas du tout de cette grossesse. Alors le problème, est-ce que la loi nous donne le droit à faire un avortement, d'avoir des situations pareilles? Moi, je suis gynécologue et je suis dans un hôpital, je suis professeur dans un CHU. Tous les jours, je reçois des situations pareilles. Des femmes dans un désarroi total qui demandent « Docteur, faites quelque chose ». Il faut absolument qu'on se fasse avorter parce qu'on ne peut pas mener une grossesse comme ça. Le problème, c'est que la loi l'interdit. Et la loi est très stricte là-dessus. Enfin, stricte, oui et non. Stricte parce qu'il y a des textes de loi qui interdisent. Ils interdisent et l'avortement, l'avorteur,
il est puni de 2 à 5 ans de prison. Ça peut aller jusqu'à 20 ans quand il récidive ou quand il y a décès de la femme. Mais elle punit également la femme avortée, elle punit l'intermédiaire, enfin, elle punit même l'intention de se faire avorter. Mais jusque-là, on se enfermait les yeux parce que, justement, les femmes, quels sont les moyens qu'elles ont devant une grossesse non désirée? C'est d'aller vers, premièrement, la première idée, c'est vers l'avortement. L'avortement étant interdit, eh bien, les femmes vont alors contourner cette loi et vont aller vers un avortement clandestin. Et dans la société marocaine, il y a 3 types de catégories de femmes. Il y a celles qui sont riches, complètement, alors là, elles prennent un billet d'avion, elles vont se faire avorter ailleurs. Il y a celles de la classe moyenne qui vont aller se faire avorter chez un médecin à leur risque et péril. Le risque à elles et aussi du médecin, parce que c'est un avortement qui est clandestin, qui se fait pas toujours dans de bonnes conditions, il se fait dans un cabinet médical que je nommerai un KGB, pas une bonne anesthésie, pas une bonne asepsie, pas un bloc opératoire à proximité, et tout cela, ça leur fait courir un risque. Et celles-ci, ce sont celles qui ont quand même quelques moyens, parce que ça demande de l'argent pour ça, parce que c'est clandestin, et plus c'est clandestin, plus les médecins demandent un prix assez élevé. Et la dernière catégorie sociale, c'est celle qui n'a absolument pas du tout de moyens et qui va aller se faire avorter par des moyens que je dirais traditionnels, des moyens absolument dramatiques, en utilisant des substances, des herbes à l'intérieur de leur appareil génital, ou en absorbant des choses mortelles, ou en mettant des aiguilles à tricoter, enfin des choses absolument... Et donc là, je voyais là encore à l'hôpital des femmes arriver dans des situations catastrophiques d'hémorragie, d'infection, de délabrements génitaux ou encore d'intoxication aiguë. Donc on ne peut pas du tout, je me suis dit, on ne peut pas se taire sur ça. Les avortements, et là j'arrive à votre question, il y en a 600 à 800 par jour au Maroc, ce qui est énorme. Vous me direz comment on est arrivé à faire ça. C'est vrai que c'est clandestin, ce n'est pas facile de faire un sondage. On ne peut pas aller chez un médecin et lui demander combien vous avez fait d'avortements. Mais nous avons fait une petite étude secrète par l'intermédiaire, étant professeur à la faculté, par des doctorantes qui présentaient leur thèse et qui se sont présentées dans un certain nombre de cabinets juste dans 2 villes du Maroc. Et à partir de là, j'ai extrapolé et nous sommes arrivés à peu près 600 à 800 avortements par jour, ce qui est énorme. Et là, j'ai jeté vraiment dans la mare parce que véritablement tout le monde s'est révolté contre ce chiffre et depuis ça a pris un débat extraordinaire au Maroc depuis 10 ans. Alors, d'autres n'ont pas eu la possibilité d'aller vers l'avortement et on voit d'autres conséquences dramatiques des grossesses non désirées que je vois encore à l'hôpital, c'est des tentatives de suicide ou encore des crimes d'honneur. Il y a des jeunes filles qui se font tuer par leurs parents parce qu'elles ont une grossesse et parce que c'est une grossesse illégitime. Il y en a encore qui se font foutre en dehors de chez elles par leurs parents encore parce qu'elles ont eu une grossesse. Et là, elles se retrouvent dans la rue, sans aucune ressource, et finalement on les pousse à la prostitution, alors que c'est des filles qui n'avaient pas du tout, qui rêvaient d'une autre vie, qui rêvaient de fonder une famille, etc. Et enfin, autre conséquence dramatique, c'est celles qui finalement finissent par mener leur grossesse à terme, et qu'elles accouchent, et finalement finissent par un infanticide, ou finissent par jeter leurs enfants vivants dans les rues, et on en trouve tous les jours, des enfants jetés dans des poubelles, jetés sur les trottoirs, ou dans des gares, ou n'importe où, tous les jours. Alors, on recense juste ce qui est connu et officiel. 25 enfants abandonnés par jour dans les hôpitaux. Mais celles par circuit parallèle, il doit en avoir beaucoup plus. Et encore, je me demande s'il n'y a pas aussi des trafics d'organes d'enfants, parce qu'il y a des
circuits parallèles, il y a des ventes d'enfants, il y a des choses. Et les orphelinats regorgent d'enfants abandonnés. Il y en a énormément. Et l'adoption au Maroc n'est pas facile. Et encore, parce que quand on n'est pas musulman, on n'a pas le droit d'adopter, par exemple. Et ceux qui veulent adopter, ils vont chercher à adopter la jeune petite fille toute mignonne, alors que les garçons sont souvent pas adoptables, surtout que la majorité du temps, c'est des garçons dont la mère a essayé de prendre des choses pour se faire avorter. Finalement, elle n'est pas arrivée et elle accouche d'un enfant qui est handicapé, dont personne n'en veut. Finalement, ces enfants, à l'âge de 8-10 ans, sont foutus en dehors de l'orphelinat et on les trouve dans les rues, sans nourriture, sans aucune condition, sans ni éducation, ni toit, ni absolument rien du tout. Alors, je vous ai dressé un petit peu le tableau. Comment pourrions-nous ne pas se révolter devant une situation pareille? C'est que la loi interdit l'avortement, alors que quand on voit dans les pays, et si on voit les pays occidentaux, 95% des pays occidentaux ont complètement légalisé l'avortement. Alors que, à contrario, on trouve que 95% des pays du Sud, des pays en voie de développement, si j'ose dire, qui n'ont malheureusement pas légalisé l'avortement. Pourquoi? Eh bien, ceci donne à réfléchir. Cela veut dire que quand on a un problème sur la table, dans les pays occidentaux, on arrive quand même à régler le problème. On arrive à trouver la solution, qu'on fasse fi de la religion, on fasse fi de toute autre chose, parce que c'est un problème sociétal et c'est un problème qu'il faut régler. Alors que dans d'autres pays, on laisse le problème, on se fout la tête dans le sable, on laisse le problème et c'est là où finalement il nous tombe dessus. On va revenir, professeur Schreiby, dans un instant sur cet état de fait et puis sur les pistes, bien entendu. Dany Singoma, bonsoir également. Vous présidez à présent aux destinées de la Maison de la laïcité de Kinshasa, une entité que nous connaissons bien, évidemment aussi du côté de la Belgique et des instances laïques. La préoccupation d'organiser un planning familial, je ne sais pas si on peut véritablement dire un programme d'éducation à la vie affective et sexuelle, mais en tout cas de donner de l'information, de l'accès à la contraception, ça fait partie des missions, je dirais même, je crois savoir que ça fait partie des missions les plus demandées à la MLK. Oui, bonjour d'abord. Et comme a dit mon prédécesseur, je remercie aussi le Centre d'action laïque pour l'invitation. Et pour moi, c'est un plaisir immense d'être ici pour ces 50 ans d'anniversaire de la laïcité. Effectivement, à Kinshasa, nous mettons en place la Maison de la laïcité. Ça fait bientôt 10 ans. Et comme vous l'avez souligné, le planning familial en fait partie intégrante. Mais à Kinshasa, vraiment le cas est totalement différent peut-être du Maroc. Parce que nous avons une loi. Et nous avons le protocole de Maputo d'abord. Au niveau de l'Union africaine, il existe le protocole de Maputo sur l'interruption volontaire de la grossesse. Et ce protocole de Maputo fixe quand même les conditions dans lesquelles une interruption volontaire peut être appliquée. Donc il y a quelques restrictions. Mais notre gouvernement a ratifié le protocole de Maputo et en 2018, il a été publié dans le journal officiel. Ce qui fait que l'interruption volontaire de la grossesse est reconnue au Congo. Il est reconnu mais pas connu. C'est qu'il y a des efforts énormes qui sont fournis pour que les gens ne le savent pas. Oui, des efforts énormes. Que ce soit au niveau de la société civile, plusieurs organisations, que ce soit au niveau du courant religieux, on fait tout pour que les gens ne savent pas ce qui se passe de ces côtés-là. Parce qu'il a été longtemps mis par la force de la religion, de l'Église, surtout catholique, qu'il ne faut pas interrompre une grossesse parce que c'est la volonté de Dieu, la procréation, il faut suivre ce que Dieu a fait et ce que Dieu a prescrit, et interrompre une grossesse, c'est tuer. Et les gens vivent sous cette peur dans la société de savoir que les voisins savent que vous êtes allé pour un avortement. Et ça fait une honte dans la communauté.
Nous avons vécu, même pendant la guerre, des déplacés de guerre, les gens qui fuyaient la guerre au Kivu et qui parcouraient des kilomètres, des milliers de kilomètres pour se réfugier, mais en cours de route, ils pouvaient rencontrer des groupes armés et connaître des cas de viol, les femmes tombaient enceintes, mais ne pouvaient pas avorter tout simplement par conscience pour dire que si j'avorte, ça serait un péché et est obligé de garder l'enfant. Alors, comme dans d'autres sociétés, donc, les femmes subissent cette situation de deux manières. D'abord, elle a été violée, et toute femme violée au Congo est rejetée par la société. Ouais, elle est coupable d'être violée. Et en plus de cela, elle a une grossesse, ça devient encore pire, parce que même l'enfant qui naîtra aura des problèmes à vivre dans la société, parce que tout le monde l'indexera. Et cela pose un problème. Alors, au niveau de la maison de laïcité, qui est un espace d'affirmation de la laïcité, d'affirmation des valeurs, nous mettons ces centres. Mais nous ne sommes pas peut-être au même niveau que tous les autres centres de planning familial, mais au moins, cette information qui manque existe là-bas. Les gens peuvent la rechercher. Mais il y a des gens qui viennent en se cachant. Ils ne disent pas qu'ils viennent pour le planning familial. Ils viennent parce qu'ils savent qu'ils auront une réponse, mais en regardant si les voisins ne savent pas qu'ils viennent là-bas. Mais au moins, ils trouvent une réponse. Ils trouvent des conseils à faire. Bien sûr, nous n'avons pas toutes les capacités pour soigner, pour donner des soins quelconques, mais quand même l'information et l'orientation sont nécessaires au niveau de la maison de laïcité. Dany, professeur Schreiber également, et vous tous et tous, on a compris évidemment que le souci, que l'intention des organisateurs de ces journées successives ici, c'était évidemment d'élargir le champ et pour que chacun se rende compte qu'il faut regarder plus loin que son nombril, évidemment, et que nous avons des combats communs qui parfois sont en partie rencontrés ici, parfois ne le sont pas, qui peuvent se coordonner ou en tout cas donner conscience de l'importance de ces combats sous différentes latitudes. Dany, cette question directement, parce que la Constitution de la République démocratique du Congo prévoit et inclut la notion de laïcité. Le Congo est un État laïque proclamé tel. Manifestement, la simple proclamation constitutionnelle de la laïcité ne suffit pas pour en faire, dans l'exercice quotidien, un État laïque. Oui, effectivement. Donc, comme je l'ai dit, il y a des efforts pour ne pas comprendre et ne pas savoir. Donc, il y a ceux qui se mettent à l'œuvre pour que les gens ne savent pas ce qui se trouve là. Vraiment, l'héritage, le plus grand héritage que nous avons de Patrice Emery Lumumba, c'est cette constitution, c'est cet article de la constitution qui, au fil des temps, qui a traversé les époques et qui n'a jamais été modifié. C'est vraiment un des rares textes au Congo qui n'a jamais été modifié, cet article 1. Mais simplement, encore que l'interprétation de cet article 1 fait problème. Parce que, pas seulement son interprétation, mais sa mise en application. Bien sûr, il est bien reconnu que la République démocratique du Congo est un État démocratique et social laïque, mais dans les faits, tous les dirigeants qui arrivent au pouvoir font fi de cet article. Ils se comportent autrement. Nous avions traversé des époques de dictature, de Mobutu et tout ça. C'est simplement, il se réfère à cet article quand il veut se donner un pouvoir. Pour lui, c'est un refuge, c'est une esquisse pour pouvoir mener son pouvoir dictatorial. Il se réfugie derrière cela. Quand Mobutu a voulu en découdre avec l'Église catholique, il s'est réfugié derrière cet article pour dire que la République démocratique, les Zaïre, était un État laïque parce que la Constitution les reconnaît comme tels. Lors du pouvoir de Kabila, qui ne voulait pas céder, après 2 mandats constitutionnels, qui ne voulait pas partir, et quand il avait des attaques par-ci par-là, il faut reconnaître que l'Église catholique a été au front pour l'attaquer, et pour se défendre, il dit que c'était un État laïque. Séparation de l'Église et de l'État, restez dans votre coin, ne m'attaquez pas. Mais nous allons au-delà de cela. Nous disons non, ce n'est pas simplement... Oui, nous affirmons la séparation de l'Église et de l'État. Nous n'entrons pas dans les combats des autres, mais nous avons notre propre combat, qui est celui, en même temps, d'affirmer cette séparation de l'Église et de l'État, mais d'affirmer que nous sommes un État laïque. Parce que vous affirmez que vous êtes un État laïque parce que vous ne voulez pas que l'Église catholique vous attaque, mais dans les faits, vous ne faites pas de la laïcité, vous ne faites pas la promotion de la laïcité, vous ne défendez même pas les principes de la laïcité. Et c'est ça notre rôle en tant que maison de laïcité, c'est de rappeler
C'est d'appeler les troupes de la société civile à dire attention, il y a quelque chose, il y a l'article de la Constitution qui est violé au quotidien, qu'est-ce que nous en faisons? Essayons de revendiquer la mise en application effective de cet article de la Constitution. Et ça, c'est le combat de tous les jours, par l'information, par tout le travail que nous faisons, par la sensibilisation, afin qu'on reconnaisse et qu'on vive effectivement la laïcité en République démocratique du Congo. Je reviens vers vous dans un instant, Denis Singoma, je me retourne à nouveau vers vous. Professeur Schreiby, parce que bien entendu, il n'est pas question de vous demander si nous sommes à l'aube au Maroc de la création d'une maison de la laïcité à Rabat ou à Casablanca. La question serait un peu martienne, si j'ose dire. Mais en tout état de cause, par contre, je reviens à cette affaire Hajar Raissouni, notre consoeur journaliste, personnalité médiatique publique, qui n'imaginait sans doute pas être un jour au centre de la cause, mais qui vient donc d'être mise en accusation pour avortement illégal. Est-ce que, comme je le lis par exemple dans le Courrier international, est-ce que c'est occupé à provoquer un électrochoc dans la société civile marocaine? Oui, tout à fait. Bon, d'abord, il y a des événements comme ça qui remettent le débat sur la table. Bon, d'abord, le débat a été bien médiatisé suite à un documentaire, un reportage que j'avais mené dans mon hôpital, dans mon service, parce que j'étais directeur d'hôpital et chef de département de gynécologie obstétrique au CHU de Rabat. Et j'avais invité, ou bien ils se sont fait inviter, c'était France 2, envoyé spécial, qui a vécu avec moi pendant 15 jours à l'hôpital, de 8h du matin jusqu'à 8h du soir, et à voir arriver ce que je décrit chaque jour, ce que nous recevons chaque jour. Alors, quand ce reportage est passé à la télévision, ça a fait... d'abord, tout de suite après, j'ai été démis de mes fonctions de directeur, de chef de département, etc. Et ça a créé un bug médiatique extraordinaire. C'est vrai que j'ai eu une solidarité dans les réseaux sociaux absolument extraordinaire. Tout le monde s'est solidarisé avec moi. Il y a même quelqu'un qui a créé un site « Soutien au professeur Chafik Chreibi » où j'ai eu 27 000 soutiens en 10 ou 15 jours. Et là, c'est là où finalement, ça a fait bouger vraiment les choses. C'était la période du printemps arabe, où le roi finalement a décidé de convoquer une commission pour discuter, alors qu'il n'en était absolument jamais question, que le roi, commandeur des croyants, puisse entrer dans ce débat-là. Et il a donc convoqué une commission faite par le ministre de la Justice, ministre des Affaires islamiques et le président du Conseil national des droits de l'homme. Suite à ça, ils sont revenus avec des conclusions disant que oui, effectivement, les Marocains seraient d'accord pour que l'avortement puisse être autorisé dans 4 situations, qui sont le viol, l'inceste, les malformations fœtales et les jeunes filles ayant un handicap mental. Certes, vous me direz, c'est une avancée. Mais moi, j'ai toujours crié haut et fort, ce n'est pas assez. Parce que ça ne réglerait le problème que dans 10 à 15% des cas. C'est pas ce que vit la société tous les jours. Bon, suite à ça, ce projet de loi a été adopté en Conseil de gouvernement depuis 2016. Puis, moratoire, silence total, on n'entendait plus du tout parler, parce que ce projet devait normalement passer au Parlement pour qu'il soit discuté, et ensuite pour qu'il puisse passer encore en deuxième chambre, et finalement pour qu'il puisse sortir sur le bulletin officiel. J'ai dû, à ce moment-là, je commençais à m'inquiéter. En 2018, je commençais à m'inquiéter. Je me suis dit, ça fait 10 ans que je me bats pour ça, et encore que ça tombe dans les oubliettes, c'est pas normal. J'ai envoyé un courrier au chef du gouvernement qui m'a répondu, disant non, le projet de loi, il est en cours, il est au Parlement. Puis aussi, on a fait un sit-in avec d'autres associations féministes en face du Parlement pour crier haut et fort comme quoi le projet de loi devait être remis à table. Et bien finalement, il a été remis à table et donc on a pu finalement, il est en cours de discussion dans les commissions. Mais là est arrivée justement cette affaire Hajar Raissouni qui a fait, là encore, un bug médiatique absolument extraordinaire. Alors, c'est quoi cette affaire Hajar Raissouni? C'est une journaliste qui écrit dans un journal qui est déjà très anti-régime, dont le patron vient d'être condamné à 20 ans de prison parce qu'il écrit des choses pas très catholiques pour eux.
Et véritablement, c'est ce qu'il trouvait, et il disait que c'était véritablement anti-régime, etc. Et elle, il se trouve que c'est la nièce d'un des plus grands islamistes, qui est même président de l'Association mondiale des musulmans, une espèce d'association. Et qui elle-même, d'ailleurs, a toujours été contre ce que je disais, moi, pour l'avortement, étant islamiste, étant voilée, complètement anti-avortement. Eh bien, elle s'est trouvée, par le hasard et par le malencontreux hasard, elle s'est trouvée dans une situation d'avortement et de relations sexuelles hors mariage. Elle avait un rapport avec son fiancé qu'elle disait qu'elle allait se marier avec. Et finalement, elle a été se faire avorter dans un cabinet médical et la police a débarqué, elle l'a ramassée, elle, son fiancé, le médecin, la secrétaire, l'anesthésie, tout le monde a été ramassé et mis en prison. Bon, l'affaire a fait énormément de buzz, énormément, aussi bien au Maroc qu'ailleurs, un peu partout dans le monde, et que finalement, ils ont été condamnés. Alors que, ce que je dis, il y a quelque chose de pas normal dans cette histoire. Parce que, jusque-là, les avortements se pratiquaient, les années, il y a 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, les avortements se pratiquaient par centaines par jour, et personne ne disait rien. Il n'y avait pratiquement jamais d'arrestation de médecins. On laissait faire. Parce que, de toute façon, ça réglait un problème. Imaginez si on laissait 800 femmes enceintes accoucher ou aller se faire avorter de façon traditionnelle. On se trouverait dans des situations absolument catastrophiques. Donc, de temps à autre, une fois, tous les 3-4 ans, on entendait un médecin, le médecin, mais jamais la femme avortée, le médecin se faire arrêter. Et quand il y a une plainte du conjoint, ou quand il y a une complication, ou quand il y a un décès, ou quand il y a une plainte des voisins. Enfin, il fallait qu'il y ait plainte. Alors qu'ici, dans cette histoire-là, il n'y avait aucune plainte. Le mari, le fiancé était d'accord, le médecin... et puis en plus, le médecin elle-même disait que non, c'était pas du tout un avortement provoqué, c'était un avortement spontané. C'est que cette femme est venue en cours de saignement, elle avait fait une fausse couche, et donc elle est venue parce qu'elle saignait, et donc elle est venue chez le médecin pour se faire arrêter son hémorragie, pour l'hémostase. Et malgré cela, personne ne voulait rien entendre. Bon, il y a eu énormément de manifestations, énormément de soutien pour cette femme, notamment, mais aussi pour le médecin, mais beaucoup plus pour la femme. Et malgré cela, elle a été condamnée à 1 an de prison ferme pour elle, 1 an de prison pour son fiancé et 2 ans de prison pour le médecin. Je ne comprends pas. Est-ce que ici, c'est une affaire politique? Est-ce que cette femme, parce qu'elle écrivait sur un journal qui était anti-régime, est-ce qu'on voulait absolument lui tremper dessus? Ou bien c'est un hasard? J'ai du mal à le croire. Mais en tous les cas, ces dernières années, la loi commence à frapper avec une main de fer toutes ces histoires d'avortement. En 2018, 73 personnes au Maroc ont été poursuivies pour affaires d'avortement en justice au Maroc. Ce qui est énorme, alors que je vous dis, quand j'avais commencé mon combat et je discutais avec les gens, ils ne pensaient même pas que l'avortement était interdit, tellement ça se faisait de façon extraordinaire. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'avortements. Pourquoi? C'est parce qu'il y a très mauvaise éducation sexuelle, très mauvaise sensibilisation des jeunes filles, et il y a malheureusement aussi de la prostitution, etc., etc. On va enchaîner dans un instant. Je retourne vers Kinshasa et la RDC. Dany Singoma, je vous lisais dans d'autres fonctions et dans d'autres cadres d'un cinquantenaire, celui de SOS Fin, on appelait au nouveau renforcement de la société civile. Quel est déjà le rôle de la société civile congolaise, dont on a vu beaucoup de manifestations, évidemment, à l'occasion de ce que vous signaliez, les difficultés de changement de présidence au Congo, mais sur le terrain que nous évoquions, sur le terrain de la laïcité plus généralement, est-ce que la société civile s'empare de ce sujet?
Oui, bon, la maison de la laïcité existe, donc la maison de la laïcité fait partie intégrante de la société civile congolaise, mais l'histoire de la société civile est longue. La société civile congolaise a commencé à s'organiser effectivement vers les années 90 parce qu'il y avait la conférence nationale souveraine et lors de cette conférence, il était question de changer l'ordre constitutionnel et de faire vaciller le pouvoir de Mobutu. Le leitmotiv principal de la société civile à l'époque, comme je l'ai dit, c'était le départ de Mobutu, donc il n'y avait pas vraiment d'autres projets politiques ou sociaux plus forts que celui-là. Et Mobutu est parti après beaucoup d'années d'efforts, après la guerre, et en 1997, Mobutu parti, la société civile veut se retrouver, veut se réorganiser. Mais comment se réorganiser? Sur quel nouveau combat? Parce qu'avec le départ de Mobutu, il y a Laurent Désiré Kabila qui arrive, qui dit qu'il met fin à tout un système de prédation et ceci, mais il recommence avec presque les mêmes pratiques que Mobutu. Il interdit les partis politiques, il interdit toute forme de liberté d'expression et un nouveau combat commence. Le combat, c'est effectivement de se libérer des multipartismes, des pluralismes politiques et organisationnels. Et ce combat trouve quand même son débouché en 2001 et nous avons encore une société civile qui veut se retrouver dans un autre combat. Ça veut dire à chaque instant que la société civile s'organise, elle s'organise sur un leitmotiv principal. Mais après avoir atteint ce but, il y a un problème d'organisation de la société civile. Et après cela, nous avons connu des élections, les premières élections après 40 ans, ainsi de suite. Il y a eu un autre problème qui est venu se poser, c'est celui du départ de ce président qui, après avoir organisé les élections, ne voulait plus partir. Donc, les combats de la société civile s'est focalisé encore sur un président qui doit partir. Mais dans tous ces genres de combats, la maison de la laïcité qui arrive, qui se met en place, comme je l'ai dit, depuis une dizaine d'années, s'interroge sur l'essence du combat réel de la société civile. Dans un pays marqué par une idéologie, disons, à droite toute faite, il a été difficile pour la société civile d'avoir un alignement quelconque. Alors, la société civile a été plus, disons, renforcée ou appuyée par certaines forces, les ambassades des États-Unis et autres, qui ont plus poussé la société civile vers une certaine forme de pensée d'action. Mais, or, dans toute cette forme de pensée d'action, les centres où tout tournait autour de l'Église catholique. L'Église catholique a joué un rôle important dans l'organisation de la société civile. Et même le premier président de la société civile était un évêque. Monseigneur Mosengo. Non, pas même Monseigneur Mosengo, un autre. Monseigneur Mosengo a été appuyé par la société civile parce qu'il jouait un grand rôle. Alors le président de la société civile, Monseigneur Mambe Mukanga, était de la conférence épiscopale et ils ont tout fait pour que ce soit un catholique qui prenne la tête de la conférence nationale souveraine. Et c'est un combat qui commence depuis l'indépendance. Je ne saurais pas revenir dans l'histoire. Mais dans cette force qu'a l'Église catholique d'organiser la population, de se faire une opinion, et que c'est la parole de l'Église qui passe, il fallait quand même trouver un autre point d'ancrage et d'appui, qui est aujourd'hui la Maison de la laïcité. La Maison de la laïcité apporte cette interrogation pour dire mais pourquoi nous faisons une confiance aveugle aussi aux prêtres, aux évêques, aux pasteurs? Parce qu'ils disent... Est-ce que les politiques vous entendent sur ce sujet-là? Les politiques essaient de nous entendre. Comme je l'ai dit, les politiques cherchent ce qui les intéresse. Quand nous affirmons la laïcité et qu'ils trouvent que oui, la laïcité c'est une bonne chose parce que les églises nous menacent beaucoup, alors nous disons église, taisez-vous, nous sommes dans un état laïque. Et nous ne disons non, ce n'est pas ça. Nous ne disons pas simplement que les églises se taisent, mais nous voulons que la Constitution soit mise en œuvre et que l'État joue effectivement son rôle. Parce qu'au-delà du fait qu'il faut une séparation entre l'Église et l'État, mais l'essence même de la Constitution, une république démocratique sociale, n'existait pas. Aujourd'hui, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau, l'accès aux soins de santé pose un problème en République démocratique du Congo. Et c'est ça l'essence du combat de la Maison de la laïcité. C'est que simplement nous ne disons pas qu'il faut la laïcité, il faut respecter la laïcité au Congo, mais nous partons plus dans les valeurs de la laïcité. Parce qu'il y a une confusion qui a été apportée par les églises au Congo. Les églises, lors du combat contre Kabila qui devait partir,
ils ont créé une confusion en créant un comité laïque de coordination. Et quand nous parlons de la maison de la laïcité, les gens vous demandent, mais c'est vous, tu vois, ça faisait un combat. Donc il fallait encore commencer à parler, à expliquer les laïcs avec ces laïcs avec qui. Donc tout ça, ça fait un problème. Mais au moins, les gens nous entendent, nous affirmons ce que nous sommes, et par les combats que nous menons, par les faits que nous révélons, on essaie de comprendre quel est vraiment le combat de la maison de laïcité avec des outils que nous avons, et comme nous l'avons dit, les plannings familiales et autres, mais nous avons aussi l'information, comme j'ai ici une revue Congo Liberté, qui est un outil qui est lu par les politiques. Donc les politiques arrivent à lire ce que nous écrivons. Par exemple, ici, nous avons un numéro spécial, les églises de réveil, et ce numéro doit interpeller le pouvoir. Parce que le président de la République qui est entendu, qui parle de la liberté d'expression et tout, sa première sortie médiatique est une grande prière d'une journée au stade de Kinshasa, et où il se proclame autorité spirituelle de la RDC. Et tous les pasteurs sont là, et ils jubilent, ils disent le Congo est sauvé, et tout ça. Et après, on les voit courir au Vatican aussi pour affirmer qu'il est catholique de conviction et qu'il invite le pape chez lui et tout ça. Et nous disons, oui, nous sommes d'accord, mais président de la République, attention, nous sommes un État laïque. Si vous permettez, Professeur, je vous en prie. Si vous permettez, je voudrais poser une question à Dany. Est-ce que l'IVG est légal dans les textes au Congo? Parce que je sais que les seuls pays d'Afrique où l'IVG est légal, c'est la Tunisie, c'est le Cap-Vert, c'est l'Afrique du Sud. Voilà, c'est tout, c'est les 3 seuls pays. Est-ce que maintenant l'IVG est dans les textes est légal? Parce que je n'ai pas entendu ça du tout, et ça serait une excellente chose parce que vous auriez fait vraiment très très vite. Parce que j'ai assisté il n'y a pas très longtemps pour un plaidoyer pour la légalisation, pour l'avortement à Dakar il y a 2 ans. La République démocratique du Congo ne faisait pas partie des pays où l'IVG était légal. Est-ce que maintenant elle est légale? Parce que vraiment, ça serait un pas absolument extraordinaire. Oui, ben comme je l'ai dit, la République démocratique du Congo a ratifié le protocole de Maputo. Et il a publié cela dans le journal officiel en 2018. Mais les mesures d'application n'existaient pas. C'est ce que notre lutte aujourd'hui, c'est d'avoir des lois effectives qui accompagnent ces protocoles de Maputo. Mais nous savons qu'il y a primauté des textes. Les textes de l'Union africaine, les protocoles ont une suprématie sur les textes locaux. Et nous appuyons d'abord sur ça. Mais au niveau de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, le combat, c'est qu'il y ait une loi effective sur l'IVG. Or, c'est ça qui manque. Donc, les mesures d'application ne sont pas encore là. Nous luttons pour cela. Bien que les combats, comme je l'ai dit, il y a plusieurs qui ne veulent pas que cela soit même informé. Vous vous imaginez, il a été ratifié en 2016, mais mis au journal officiel seulement en 2018, parce que les gens ont crié aussi qu'il fallait que ça soit dans le journal officiel pour qu'il soit connu de tout le monde. Mais retrouver ces textes, c'est difficile. Oui, au Maroc, professeur Shraibi, vous avez dit électrochoc avec l'affaire Raissouni, mais est-ce que la société civile est mobilisée sur ce type de sujet? J'ai le souvenir, probablement même plus de 15 ans, des marches de femmes qui marchaient vers la capitale, venant de partout, et qui réclamaient les droits de la femme. Alors on était même encore avant la réforme du code, la Moudawana, etc. Mais est-ce que ces réseaux de femmes sont non seulement sensibilisés, mais est-ce qu'elles s'emparent de ça, ou est-ce qu'elles sont restées prudemment à distance? Parce que je me rappelle aussi qu'elles étaient présidées par un certain nombre de femmes fort proches de mouvements islamistes. Oui, malheureusement, tout se passe par les réseaux sociaux. La femme marocaine, en tous les cas, est-ce que les réseaux sociaux ont bien fait ou mal fait? Mais maintenant, tout se passe par les réseaux sociaux. Les gens ne sortent pas beaucoup dans la rue. C'est vrai qu'il y a eu quelques manifestations par-ci, par-là pour Adja Raissouni. Il y a eu quelques manifestations que nous avons faites nous-mêmes pour demander à ce que le texte de loi soit mis en... Mais il n'y a pas véritablement une véritable... je crois que c'est un peu à cause ou grâce aux réseaux sociaux qu'on ne voit pas beaucoup de monde dans les rues. Ça se passe dans les réseaux sociaux. Et ça, c'est pas tout à fait... moi, je pense pas que ça soit aussi frappant que de sortir dehors et de crier et de demander justement ce droit. C'est vrai que les réseaux sociaux ont su amender, par exemple, le mariage du violeur avec la femme violée. Après, ça, c'est une histoire d'il y a 10 ans peut-être, de la jeune qui s'était suicidée parce qu'on voulait la faire marier avec son violeur. Et finalement, le texte de loi a été aboli. Maintenant, on est en train de crier pour les libertés individuelles, pour un certain nombre d'articles. Par exemple, les relations sexuelles hors mariage,
par exemple l'adultère, les relations homosexuelles, tout cela, on est en train de crier. Et là, il y a même un parti politique qui porte ces textes de loi. Il y a une personne très courageuse qui demande absolument à ce que ces textes soient abolis, parce qu'ils sont complètement en inadéquation avec la société marocaine actuelle, qui se modernise. Ce sont des textes qui sont très anciens, qui datent des années 60. La pénalisation de l'avortement date des années 60 aussi. Elle a évolué dans énormément de pays, mais elle n'a pas évolué au Maroc. Donc, véritablement, c'est par les réseaux sociaux, certes, mais pas dans la rue. Et ça, il faut que les gens sortent dans la rue pour qu'ils crient et pour que, finalement, ils puissent peut-être obtenir quelque chose. Le temps avance. Je voudrais vous demander, messieurs, comme je l'ai fait ce matin déjà à d'autres, ce que vous pourriez attendre vous-même ou vos mouvements respectifs concrètement du réseau des associations laïques belges et plus largement, puisque forcément les réseaux, vous l'avez bien compris, transcendent beaucoup de frontières. Professeur Chreibi. Oui, ben certainement des réunions comme ça, des conférences comme celle-ci, certainement qu'elles peuvent, ne serait-ce que par la médiatisation, elles peuvent certainement aider à résoudre ce genre de problème. Et j'ai envie justement de passer un message. Je me bats pour la légalisation de l'avortement au Maroc depuis 11 ans, mais mon dialogue est un dialogue très soft. C'est un dialogue... Je ne suis pas, parce que ça ne passera pas, je ne suis pas pour le choix du corps, c'est impossible. On ne peut pas aller de 0 à 100, c'est impossible. C'est-à-dire, allez, hop, légalisant l'avortement pour toutes celles qui veulent. La société marocaine n'est pas encore prête pour ça. Alors, moi, je passe par le volet santé. Il y a un article, qui est l'article 453 du Code pénal marocain, qui est le seul qui autorise l'avortement. Il dit « L'avortement n'est pas puni lorsqu'il vise à sauvegarder la vie ou la santé de la femme. » Mais ici, je dis la bonne manière pour rentrer par la grande porte dans la loi, c'est de prendre la santé telle qu'elle est définie par l'OMS. La santé est un état de bien-être physique, psychologique ou mental et social. Donc, mettons dans cet article 453, quand la santé physique, psychologique ou sociale est menacée, donnons le droit à la femme de faire un avortement. À ce moment-là, personne n'aurait rien à redire. On ne peut pas aller contre la santé, ni les religieux, ni d'autres personnes de la société. On dira, vous ne pouvez pas aller, c'est la santé de la femme qui est menacée. Et à ce moment-là, on peut vraiment résoudre ce problème. Et ça, c'est le message que j'ai envie de faire passer partout. Passons par la santé. Moi, je dis, c'est pas l'avortement qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la santé de la femme. Je ne veux pas que la femme meure par un avortement mal fait. Je ne veux pas que des enfants soient tués à la naissance par des grossesses qui sont non désirées. Donc, prenons, juste dans cet article 453, la santé telle qu'elle est définie par l'OMS. Vous avez des identités de combat et de vues, je peux vous l'affirmer, avec bon nombre d'échos dans les combats qui sont menés ici aussi, où inscrire la santé reproductive et la santé de la femme sous ces angles-là résonnera évidemment. Dany Singoma, les liens évidemment entre la laïcité belge et la MLK sont réels et existants, mais qu'attendez-vous dans les semaines, mois qui viennent comme aide structurelle, comme approche de la part du réseau belge de la laïcité? La coopération est excellente et ça, c'est une autre forme de coopération entre les organisations du Nord et du Sud qui se dessine à travers la relation entre la maison de laïcité de Kinshasa et la maison de laïcité ou tous les mouvements laïques au niveau de la Belgique. Et j'espère que cela va continuer. Parce que vous avez lu effectivement l'article publié dans la revue de SOS Fin où j'ai parlé du renforcement de la société civile. Nous ne voulons pas un renforcement par procuration. Donc ça, non. Et effectivement, la société civile vit un renforcement par procuration. C'est que la société civile vit selon les commandes des bailleurs de fonds. Faites ça.
c'est la lutte contre la déforestation. Tout le monde est dedans. Si vous voulez l'argent, allez dans la déforestation, allez dans les changements climatiques, allez dans ceci. Et les gens oublient les véritables combats que nous pouvons mener sur place. Or, ce que nous faisons avec la Maison de la laïcité, effectivement, c'est un nouveau type de combat. Je vais donner un petit exemple. Beaucoup d'acteurs de la société civile ont eu l'habitude de venir se spécialiser ici en Belgique, souvent à FOPES, quelque chose comme ça. Bon, je me suis dit, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? D'abord, ça coûte plus cher d'aller, et puis après, c'est dans un autre milieu qu'ils vont. Pourquoi ne pas avoir un genre de formation à Kinshasa qui peut permettre aux militants de la société civile de se former, de se renforcer? Et dans la coopération avec l'AC, nous avons mis en place l'université citoyenne, qui est vraiment un exercice, un essai. Mais nous avons vu à travers cette université citoyenne des militants des associations se former sur les genres d'opérations qui ne peuvent pas être menées par d'autres genres de types de projets. Sur des sujets qu'eux veulent. Ils disent, nous avons besoin d'être renforcés sur l'analyse politique. Ils sont renforcés sur cette question. Nous voulons être renforcés sur tout ce que nous avons dit ici, l'interruption par exemple, les plannings familiales, ils sont renforcés. Or, cela ne peut pas se faire dans les cadres classiques. Et nous voulons que cela continue. Nous voulons que des projets soient développés de toute nature et qui vont dans le sens de promouvoir l'information. L'information sur tout ce qui est possible, mais qui n'est pas rendu possible au Congo. Par exemple, aujourd'hui, il y a le mouvement LGBT au Congo. La loi ne n'interdit pas l'homosexualité, par exemple, au Congo. Mais au niveau de la Maison de la laïcité où nous accueillons, un jour, les services de renseignement viennent, ils disent, c'est vous qui faites la promotion de l'homosexualité. Alors vous êtes en faute. Je dis, mais comment en faute? Il dit, oui, mais parce que vous êtes en train de... Ce sont des pratiques qui sont interdites, tout le monde le sait. Je dis, non, mais demandez-moi la loi qui interdit. Il dit, non, mais la loi n'interdit, je ne sais pas. J'ai dit, oui, si vous me montrez ce qui n'est pas interdit est permis alors. Il dit, bon, mais vous, bon, c'est fini. Ça veut dire, quand nous avons l'information, nous pouvons aller plus loin. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons continuer l'information, des sensibilisations, des formations. Et je pense que dans une relation avec nos amis belges, nous pouvons y aller. Parce que la société civile, quand même, a des problèmes. Les gens ont créé des associations de manière vraiment volontaire. Mais l'État ne soutient pas les associations, le pouvoir d'achat des populations est trop faible. C'est que les associations existent, la volonté existe, mais nous avons besoin quand même des appuis comme ça pour nous permettre d'aller, des échanges, faire sortir des jeunes, venir ici, rencontrer les autres, faire partie des jeunes d'ici, dans des chantiers à Kinshasa, au Maroc aussi. J'ai travaillé avec beaucoup d'associations marocaines comme les Rezak. Hein? Donc, nous sommes dans les mêmes combats et j'espère que ça va continuer. Merci. Merci de vos appels et de vos témoignages, messieurs, évidemment.